Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo de cours pratique de l'analyse, le cinéma art du récit, Sorbonne Nouvelle, licence 2, année 2020-2021. Ce sera probablement la dernière vidéo associée à ce cours euh, dont on a à peu près fait le tiers du programme, j'ai envie de dire, ou peut-être la moitié. Disons que c'est un petit peu troublant effectivement de devoir faire cours à distance, non seulement parce que on ne peut pas avoir d'échange avec vous, ce qui est quand même le but principal de ces cours, des échanges sur les extraits de ces cours d'analyse de films, mais en plus parce que au fond, eh bien, le temps file et les choses prennent beaucoup de temps, alors même que on les fait chez soi, ce qui est un petit peu troublant, mais ce qui, je crois, correspond bien à la façon dont tous nous nous rendons compte que le distanciel n'est pas une solution très viable pour des cours universitaires. Cela étant, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Ce que je vous propose dans cette dernière vidéo, c'est d'aborder quelques problèmes que j'avais déjà un petit peu mis en avant dans les précédentes à travers des extraits qui permettent de déployer sous différentes facettes la question de la spécificité du cinéma en tant qu'art du récit. Ce qui a été le sujet principal de ce cours. Donc il va peut-être pas y avoir énormément de cohérence dans cette vidéo en particulier, c'est juste pour faire des petits compléments sur certains points, et notamment sur la notion de grand imagier, notamment qui faisait partie de ces notions que je vous avais présentées hein, pour en faire quelques petites définitions agrémentées d'extraits. La notion de grand imagier, elle a été proposée par un certain Albert Lafay dans un livre qui s'intitule Logique du cinéma et qui est paru dans les années 1960, à une époque très riche pour la théorie du cinéma, hein, je veux dire toute l'époque notamment de l'après-guerre, de 1945 aux années 70 au moins. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Et Albert Lafay, en fait, il propose la notion de grand imagier pour prendre en charge, pour désigner la personne, enfin plutôt l'entité responsable des choix de création à l'intérieur d'un film. Et il propose cette notion pour mettre fin à l'éternel débat qui consiste à savoir à qui il faudrait attribuer les choix créatifs qui ont été faits à l'intérieur d'un film, étant donné qu'un film est une création collective la plupart du temps. Eh bien, voilà, savoir si on veut parler du scénariste, si on veut parler d'un choix de mise en scène, plutôt du réalisateur, mais dans ce cas, à qui l'attribuer le choix exactement? Est-ce qu'on l'attribue au directeur de la photo? Est-ce qu'un choix de montage doit être attribué au monteur, au cinéaste? On n'en finirait pas, et en fait, pour chaque film, je veux dire, la réponse peut être différente, hein. Ça dépend notamment du degré de liberté qu'on a laissé au réalisateur dans le système de production dans lequel il s'est inséré. On a plutôt tendance à attribuer l'autorité d'un film au réalisateur, et c'est tout à fait logique par rapport au, je dirais, aux choix qui sont les siens et à l'importance de ce que la mise en scène est en termes expressifs au cinéma. Mais ça dépend des cas. Il est vrai qu'il y a des cas où le réalisateur est plus une sorte de chef d'orchestre global qui dirige un petit peu tout le monde, mais qui ne prend pas de décision extraordinairement autonome. Et puis d'autres cas où au contraire le réalisateur impose sa patte de façon extrêmement forte. Ça dépend des propositions de cinéma, ça dépend des contextes. Parfois, les collaborateurs de création sont tout à fait décisifs. Un directeur de la photo peut, par exemple, avoir un énorme poids dans la mise en scène d'un film, un monteur dans son montage, un scénariste par rapport à son scénario, évidemment. Et comme on n'est pas toujours là sur les tournages ou en pré ou post-production, on ne peut pas toujours savoir exactement à qui attribuer le mérite de tel ou tel choix créatif. Alors du coup, on parle du metteur en scène de façon générale, même si finalement c'est pas toujours de sa personne à lui dont il est question, mais plutôt, on va dire, de l'ensemble des fonctions qu'il gère sur un tournage, hein.
Et la notion de grand imagier, elle met fin un petit peu à cette ambiguïté. C'est-à-dire que, en gros, le grand imagier, ce n'est personne, ce n'est pas une personne en particulier. Parfois, si, parfois ça peut l'être, notamment avec Five et Abbas Kiarostami qui est tout seul sur une plage de la mer Noire en Iran et qui filme à bout de bois et qui fait son film absolument seul. Donc là, à ce moment-là, dans un cas de figure comme celui-ci, on peut effectivement désigner le grand imagier et dire que c'est Abbas Kiarostami. Mais dans la plupart des cas et des créations dites collectives au cinéma, la notion de grand imagier donc ne désigne pas une personne en particulier, elle désigne une entité globale qui est l'entité qui porte l'énonciation, l'entité qui raconte l'histoire. Et cette entité, donc, elle peut être composée d'un groupe de gens, elle peut être une collectivité dans laquelle on va retrouver les principales fonctions créatrices sur un tournage, réalisateur, directeur de la photo, monteur, et parfois comédien, etc. Bon, voilà, il y a dans la notion de grand imagier, en fait, l'idée de dépersonnaliser l'attribution des choix créatifs d'un film quand on fait de l'analyse, quand on veut parler d'un film, et d'insister aussi sur l'idée que tout choix créatif dans un film est aussi un choix de récit, c'est-à-dire un choix de discours, un choix d'énonciation, un choix de mise en forme d'une histoire. Donc cette notion de grand imagier, finalement, elle est intéressante parce qu'elle désigne finalement euh, quelqu'un, enfin une entité en tout cas, qui tournerait pour nous les pages d'un livre, qui serait en fait un livre d'images et non un livre de mots. Même si à l'intérieur du cinéma, il y a aussi du langage verbal, bien sûr. Ça, c'est tout un pan, la relation entre image et discours verbal, d'ailleurs, que j'aborderai pas dans ce cours cette année, faute de temps, mais qui serait tout à fait intéressante à analyser, bien sûr. Mais voilà, l'idée du grand imagier, c'est que c'est une entité qui tourne pour nous les pages d'un livre d'images et qui nous dit où regarder aussi à l'intérieur des images. Donc qui oriente aussi notre attention, qui oriente notre regard et qui, en quelque sorte, organise notre compréhension des principaux faits qui composent l'histoire. Et là, quand je dis qui composent l'histoire, je ne veux pas dire seulement les grands événements de l'intrigue scénaristique, mais également tout ce qui, à l'intérieur de l'image, compose l'histoire, tous les éléments de description, tous les éléments liés aux phénomènes naturels, etc., etc. C'est-à-dire voilà, tout ce qui permet au cinéma d'avoir cette richesse incroyable dans la façon de raconter des histoires, tout ce qui lui permet de raconter des histoires en fait très diverses, de raconter en parallèle plusieurs histoires, en plus de celle de son intrigue principale. Voilà en gros à quoi sert le grand imagier, cette notion de grand imagier, hein, à désigner donc cette entité responsable des choix de récit à l'intérieur d'un film, les choix de récit étant en fait les choix créatifs de façon générale, puisque quasiment tous les choix créatifs ont un impact très direct sur le récit, c'est-à-dire sur ce que raconte le film et sur le rapport que nous avons nous avec le film tout aussi bien. Alors, ce qui est intéressant avec cette notion de grand imagier, c'est qu'on peut aussi désigner, quand on analyse un film par exemple, des grands imagiers qui sont très contraignants, c'est-à-dire qui nous contrôlent très fermement, nous spectateurs, pour nous dire exactement où regarder et quand, et qui nous amènent tous à la même compréhension des choses au même moment. C'est surtout le cas notamment dans le cinéma classique, par exemple d'un cinéaste comme Alfred Hitchcock, qui est un cinéaste extrêmement directif pour ses spectateurs. C'est un terme qu'il employait lui-même en interview. Il disait qu'il concevait son art comme étant de la direction de spectateurs. Mais d'autres cinéastes appartenant à d'autres écoles cinématographiques peuvent tout à fait rentrer dans cette catégorie des grands imagiers très contraignants. Et puis il y a des grands imagiers qui nous laissent beaucoup plus de liberté, qui se mettent un petit peu plus en retrait, qui laissent un petit peu plus le monde raconter l'histoire et qui du coup autonomisent davantage les spectateurs, individualisent
individualise davantage la réception des films, puisque en fonction de certains facteurs, eh bien, certaines choses seront repérées ou non à l'intérieur des films, selon l'activité connotative de certains spectateurs. C'est une chose qu'on va voir là dans un instant. Selon la culture de chaque spectateur, selon l'identité de chaque spectateur, etc. Bon. Alors pour analyser un petit peu tout ça avec des extraits et puis mettre un peu en avant cette notion de grand imagier, voyons par exemple ce que Alfred Hitchcock, la manière dont Alfred Hitchcock commence Fenêtre sur cour, son célèbre film de 1954, un film qui est quasi intégralement composé en raccord de regard, puisque c'est un film sur un homme qui est immobilisé et qui, pour passer le temps, se met à observer à la jumelle les voisins d'en face, de la façade d'immeuble qui est opposée à la sienne. Et ce faisant, il va bientôt se convaincre, mais peut-être que c'est parce qu'il a envie qu'on lui raconte une histoire un peu événementielle, il va bientôt se convaincre que son voisin d'en face a tué sa femme, a tué son épouse, sa propre épouse, je veux dire, pas l'épouse de notre héros, hein, mais l'épouse à lui, le voisin. Et donc il va essayer d'accumuler des indices pour essayer de résoudre ce mystère. C'est une fenêtre sur course, c'est un film absolument fantastique en termes de suspense, en termes d'organisation narrative, et c'est aussi une merveilleuse parabole sur ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire en fait un espace de désir d'histoire. Et nous venons aussi au cinéma avec notre désir d'histoire, et c'est aussi avec ce désir d'histoire que nous interagissons avec les films. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons lire une histoire absolument homérique, par exemple dans l'Odyssée d'un petit bout de bois, dans le film Five de Kiarostami. Mais pour démarrer Fenêtre sur cour, eh bien, Alfred Hitchcock accomplit quelque chose de tout à fait intéressant. On connaît la maxime un peu des studios hein, hollywoodiens à l'âge classique. Hein, tout ce qui peut se montrer doit être montré et ne doit pas être mentionné à l'oral. Show, don't tell. Hein. Si vous pouvez raconter avec l'image, faites-le. C'est encore mieux qu'avec des mots. Alfred Hitchcock a pris ça très au pied de la lettre dans ce début de film un peu expérimental de Fenêtre sur cour, et il nous amène, nous spectateurs, en fait, à comprendre absolument ce qui est une véritable scène d'exposition hein, qui expose vraiment tous les enjeux d'un début de film, l'espace dans lequel va se dérouler l'action, parce que c'est un huis clos, hein, quasiment tout se déroule dans le même espace. Le personnage principal, qui est-il, que lui est-il arrivé, pourquoi est-il comme ça, etc. Puis les énergies qui le poussent dans la vie et déjà les premiers problèmes qu'il va devoir résoudre à l'intérieur du film, qui sont comme souvent chez Hitchcock des problèmes d'ordre privé, d'ordre intime, d'ordre psychologique. Et en fait l'aventure un peu extraordinaire que vivra le personnage sera un moyen pour lui de résoudre ces problèmes. Et donc en fait nous sommes conviés à découvrir tous ces aspects-là à travers une narration exclusivement visuelle, bien qu'il y ait quand même quelques petites mentions écrites, notamment sur le plâtre du personnage principal, une narration aussi extrêmement guidée. C'est-à-dire qu'on est prié véritablement, avec le grand imagier, hein, d'aller de point en point pour comprendre une chose après l'autre, tous ensemble, nous spectateurs, puisque nous suivons le cadre de la caméra. Donc on va regarder à quoi ça ressemble, et je vais auparavant donc enlever mon image.
Voilà, alors je vous ai pas mis les sous-titres en langue scandinave qui étaient les seuls disponibles parce que ça vous aurait pas aidé, je pense. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de dialogue, hein, seulement cette petite publicité radiophonique qui disait avez-vous plus de 40 ans et êtes-vous un homme de plus de 40 ans? Est-ce que vous vous sentez un petit peu fatigué, etc. Qui résonne chez le voisin, mais qui est évidemment une façon aussi de désigner un problème personnel du personnage principal incarné par James Stewart, qu'on a vu à la fin de la séquence et qui s'appelle dans le film L.B. Jeffries. On l'apprend grâce à ce qui est marqué sur son plâtre. On découvre d'abord cet espace, hein, cette cour intérieure d'un quartier new-yorkais. Un chat qui sera un des enjeux du film. La caméra nous permet de détailler à loisir la géographie du lieu puisque quasiment toute l'action va se passer ici. Et donc nous pouvons véritablement mettre en rapport les différentes parties de ce lieu les unes avec les autres. C'est aussi la canicule. Cela nous est indiqué par le grand imagier qui vient recadrer un thermomètre, mais nous le comprenons aussi au fait que toutes les un thermomètre et puis la sueur du personnage principal. Mais nous comprenons ça aussi au fait que toutes les fenêtres sont ouvertes et qu'il y a notamment des gens qui n'ont pas hésité à dormir sur l'escalier de secours, comme cela se pratiquait souvent à New York avant l'arrivée des climatiseurs. L'été pouvant être effectivement extrêmement chaud sous cette latitude. Évidemment, il y a aussi la traditionnelle Girl Next Door, qui est une sorte d'appât visuel pour le héros, et qui aura aussi, il y aura aussi un enjeu par rapport à cela, bien sûr. On comprend qu'elle est danseuse, c'est la raison pour laquelle elle fait des exercices le matin. Et évidemment, le dispositif de fenêtre sur cour, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un dispositif de voyeur, hein. Il est évident que le personnage principal va, puisqu'il va observer ses voisins et y prendre du plaisir, être véritablement désigné comme un voyeur, mais finalement, nous, spectateurs de cinéma, est-ce que c'est pas ça que nous sommes lorsque nous allons à travers des fenêtres qui sont les écrans du cinéma, observer la vie de personnages qui ne se savent pas scruter. Nous les observons depuis un point de vue qui est un point de vue dissimulé, caché, c'est-à-dire que nous jouissons d'une véritable pulsion scopique. Autrement dit, nous sommes peut-être tous finalement des voyeurs. En tout cas, lui, L.B. Jeffries, il s'appelle ainsi parce que il a ce nom sur son plâtre. C'est ça que nous comprenons. Nous comprenons donc qu'il a eu un accident et qu'il est immobilisé.
Nous comprenons qu'il est photographe de profession et qu'il a eu un accident dans le cadre de l'exercice de son métier, probablement en prenant ce cliché. Nous comprenons aussi que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller sur le terrain et qui va là où ça pète, hein, les guerres, les explosions nucléaires, les incendies. Il a toute une collection d'appareils et il a également pris cette photo puisqu'il en a le négatif, ce qui est une image un peu effrayante, hein, de cette jeune femme incarnée par Grace Kelly, qui est le rôle principal féminin du film, et le positif, l'image photographique réelle, eh bien elle est en couverture d'un magazine qui s'appelle Paris Fashions. Donc nous comprenons aussi que eh bien, ce photographe, L.B. Jeffries, c'est lui qui a pris en photo cette femme pour cette revue. Il a gardé le négatif, ce qui est un geste un petit peu étrange, et nous pouvons déjà comprendre qu'il est en, et en tout cas le film va nous le confirmer, qu'il est en relation avec cette femme et que cette relation n'est pas très nette et qu'il y a des choses un petit peu cachées qui le troublent chez cette femme. Et en l'occurrence, nous allons le savoir plus tard, grâce au dialogue, de façon donc beaucoup plus classique, grâce au scénario, que cette femme et lui donc sont amoureux, ils s'aiment, mais ils n'ont pas les mêmes aspirations dans la vie. Elle souhaite se marier et fonder une famille, et lui, de son côté, il tient farouchement à sa liberté, et il veut pouvoir continuer à parcourir le monde pour reprendre des clichés photographiques, journalistiques, quand bien même il aurait passé 40 ans et donc il serait peut-être un petit peu fatigué. Bon, en tout cas, voilà, cette femme lui propose dans sa vie un défi, un challenge qui est qu'il faut qu'il choisisse une voie, hein, d'une certaine manière. Et je vous laisse voir l'intégralité du film Fenêtre sur cour pour voir comment l'intrigue criminelle avec le voisin qui aurait peut-être tué sa femme et l'intrigue sentimentale avec le problème donc posé par Grace Kelly à James Stewart, comment les deux vont s'imbriquer à l'intérieur du film. Voilà, en tout cas pour ce début de film, et ben voilà, toutes les informations importantes de cette scène d'exposition sont passées par l'image à travers un grand imagier qui nous a fait un peu travailler, nous spectateurs, hein, qui nous a prié quand même de déduire certaines choses, de certaines choses qu'il nous montrait, mais qui nous a surtout guidés pour qu'on comprenne les mêmes choses au même moment. Alors, ce qui est aussi l'intervention du grand imagier, elle se fait donc de façon plus ou moins nette ou plus ou moins dissimulée, hein, selon les cas. Donc là, quand on a une caméra autonome, comme dans ce début de film de Fenêtre sur cour, on sent véritablement le mouvement de l'énonciation, on sent la présence du grand imagier qui nous dit regardez cela et regardez-le maintenant. On la sent aussi beaucoup, cette présence, quand le grand imagier accomplit ce qu'on appelle un montage parallèle, c'est-à-dire qu'il met en rapport deux images qui semblent ne pas du tout appartenir au même espace-temps et qui semblent n'avoir aucun lien en termes de récit, c'est-à-dire qu'elles, ce sont deux images qui ne raccordent absolument pas au niveau scénaristique. C'est la grande différence entre montage parallèle et montage alterné, hein. Le montage alterné, c'était ce qu'on avait vu avec le début de Que la bête meurt de Claude Chabrol, c'est-à-dire deux actions qui se déroulent en même temps et qui convergent, ou en tout cas qui ont un impact l'une sur l'autre, et qui visent peut-être voilà, à faire en sorte que les tenants de ces deux actions se retrouvent à un moment donné. Le montage parallèle, c'est vraiment l'idée, au contraire, que eh bien, deux actions sont associées à l'écran à travers l'alternance du montage, mais ces deux actions, a priori, n'ont aucun lien, donc comme je vous disais, et le lien, en fait, il se fait de façon plus métaphorique. C'est un lien qui relève de l'ordre du discours par l'image, de la comparaison, qui permet notamment de faire comprendre certaines choses aux spectateurs, et notamment la vision du monde ou de certains phénomènes que possède le grand
imagier et qu'il va ici témoigner donc par un discours purement visuel. Voici un exemple fameux, c'est le début du film Les Temps modernes de Charles Chaplin. Alors c'est un des grands chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin, Les Temps modernes. C'est un film absolument incroyable qui synthétise sous une forme burlesque toute la folie et toute l'aliénation, notamment du monde du travail et de la société moderne. C'est aussi un film dans lequel Chaplin continue à utiliser en fait une grammaire héritée du cinéma muet, mais l'entrecoupe de façon régulière avec des sons particulièrement expressifs, notamment vers la fin du film. Mais ici, ce que nous allons voir, c'est le début du film. Donc, on y va. Voilà, c'était ces deux plans, hein, tout simplement. Les moutons, en fait, c'est la seule fois du film où on les voit ils n'ont absolument aucun rôle dans l'histoire au sens scénaristique. Mais en revanche, ils jouent un rôle dans l'histoire au sens du montage et de la mise en scène, puisque à travers un fondu est fait le lien, un lien visuel en termes de masses qui se pressent les unes contre les autres et de mouvements, avec les travailleurs qui sortent de la bouche de métro pour nourrir les usines de la grande industrie. Et donc le lien est vite fait. Ces travailleurs sont des moutons et comme eux, ils ont un sort bien triste que le film entend dénoncer. C'est donc une façon, ce montage parallèle, hein, de rendre particulièrement sensible la présence et l'influence du grand imagier, puisque ici, en l'occurrence, on a vraiment un élément de discours, un élément énonciatif, une vue du monde et des choses, ou de la société, comme on veut, excusez-moi, qui relève de l'opinion, qui relève d'un mécanisme d'observation et qui relève d'une idée visuelle que le montage permet de concrétiser. Et donc dans ces cas-là, on ne peut pas être dans l'idéologie de la transparence du médium, on ne peut pas se dire que l'histoire se raconte d'elle-même sans personne pour nous la raconter, comme souvent d'ailleurs on pourrait se le dire au cinéma, puisque finalement beaucoup de films sont un peu conçus comme ça, hein, pour faire en sorte justement que toutes les opérations du grand imagier, que toutes les opérations de mise en scène et de montage soient des opérations relativement invisibles, afin que les spectateurs puissent s'immerger dans la fiction, croire en l'existence des personnages. Ça favorise la suspension de l'incrédulité, comme on dit. Et voilà ici des moments où eh bien, le grand imagier manifeste véritablement sa présence, notamment parce que cette mise en rapport entre l'image des moutons et l'image des travailleurs, elle ne peut être faite que par quelqu'un, ou en tout cas par une entité. Elle ne peut pas, on ne peut pas concevoir que cela relève, je dirais, d'une simple naturalité d'une histoire se racontant toute seule, à travers une sorte de fenêtre qui resterait neutre, hein. Voilà, vous saisissez un petit peu l'idée. Alors on peut la mettre un petit peu en rapport, en pratique, à travers par exemple un autre célèbre début de film, même si on ne va pas prendre au tout début, c'est le début de M le maudit de Fritz Lang, qui est un film donc, qui date des tout débuts du cinéma sonore, d'où
je dirais en termes de son, un aspect un peu primitif qui est aussi très, très intéressant à analyser, mais qui peut-être aujourd'hui nous paraît un petit peu distant en termes d'expérience perceptive, avec notamment un grand bruit de fond et puis des sons très épars, parce que bah voilà, on n'avait qu'une seule piste sonore, on ne pouvait pas faire cohabiter énormément de sons, donc on a bien choisi ceux qui arrivaient dans la bande son. Ça donne quelque chose de très expressif. Et M. le Maudit, c'est une histoire absolument terrifiante autour de la traque qui se met en place, la traque d'un violeur et d'un assassin de petites filles. Et dans cette traque, en fait, absolument toute la société se lance. C'est-à-dire à la fois les représentants de l'ordre, qui sont portraiturés comme des gens plutôt médiocres et carriéristes, mais aussi la pègre, les bandits, etc. Parce qu'en fait, les enquêtes de police pour retrouver ce meurtrier en série eh bien, gênent beaucoup les activités de la pègre. Donc c'est pas forcément par souci d'humanisme, mais plutôt par intérêt que les bandits aussi de leur côté se mettent en quête euh, de ce fameux M le meurtrier, M le maudit, et donc on voit en fait comment toute une société converge vers l'éradication de sa brebis galeuse d'une certaine manière. Et ce qui est assez fort aussi dans le film, c'est que sans du tout évidemment justifier d'une quelconque façon les actes du meurtrier, le film le montre aussi comme un être humain, c'est-à-dire pas comme une caricature de monstre sanguinaire, comme pourra le faire plus tard par exemple le cinéma hollywoodien pour le même type de personnage, relevant à ce moment-là d'une sorte de manichéisme, comme si le mal incarné pouvait exister en tant qu'entité pleine et entière, mais en montrant donc que ce personnage est en fait un être humain eh bien, poussé par des pulsions absolument douloureuses et destructrices, donc notamment une sorte de plaidoirie finale dans un procès improvisé, qui annonce aussi des choses très fortes qui vont arriver en Allemagne dans les années qui suivent, puisqu'on est au début des années 1930. Voilà, je n'ai pas besoin, je pense, de vous en dire plus. On y sent quelque chose de l'ordre de la déliquescence d'une société. Donc c'est un film très important hein, sur le plan historique et sur le plan artistique. Et voici comment il démarre. Et là, ce à quoi on pourrait être sensible dans ces premières scènes, c'est notamment au choix des points de vue, hein, c'est-à-dire la façon dont la caméra est placée, la façon dont elle se déplace. On choisit vraiment de laisser certaines choses hors champ, de nous montrer certaines choses et d'en laisser d'autres invisibles, alors même qu'on sent qu'elles existent. Il y a des recadrages aussi qui sont vraiment le fait d'une caméra autonome, donc encore une fois une intervention d'un grand imagier qui se manifeste de façon très concrète. Puis il y a vous verrez aussi à la fin des plans finaux qui sont complètement vides, donc abandonnés par les personnages, et pourtant la caméra est là pour les filmer. Donc là encore, en fait, c'est ça qui est important avec cette notion de grand imagier, et c'est ça qui est important quand on étudie les récits cinématographiques, c'est qu'on essaye de sentir les marques de l'énonciation. On essaye de sentir les décisions de mise en scène et de montage, ou même de rapport entre image et son aussi, qui ont été prises en prenant vraiment appui sur les spécificités expressives du langage cinématographique pour raconter cette histoire. Et ces décisions de mise en scène et de montage, elles ont un impact évidemment sur la façon dont l'histoire est racontée, et même sur ce qu'est l'histoire elle-même. Donc voici ici 5 minutes de film qui permettent de vraiment se poser la question en permanence de cette présence et de cette manifestation du grand imagier qui laisse véritablement de manière très nette ses marques d'énonciation, les traces de son passage, les traces de ses choix créatifs. C'est quelque chose qu'on peut faire avec absolument tous les films, bien entendu, mais M le Maudit, et le début d'M le Maudit, est un moment particulièrement dans lequel on peut le faire de façon particulièrement nette et particulièrement visible. Voici donc le début de ce film.
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Ist Elsie nicht mitgekommen? Nee, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Fein. Dankeschön. Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Nein. Augenblick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke, Ja? haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Elsie! 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 Voilà, donc si on veut détailler un petit peu les décisions prises ici par le grand imagier, hein, eh bien, on pourrait déjà parler, mettre en avant le fait qu'il organise cette séquence en un montage alterné entre d'un côté l'attente anxieuse de la mère d'Elsie, qui attend donc le retour de sa fille de l'école, et qui est inquiète non seulement parce qu'elle tarde, mais aussi parce que, évidemment, tout le monde sait qu'il y a un meurtrier qui n'est pas encore attrapé par la police et qui rôde. Donc cette structure en montage alterné, elle est vectrice à la fois de suspense, si l'on veut, mais surtout elle souligne beaucoup le pathos associé à la disparition de l'enfant, en soulignant donc l'amour que sa mère lui porte et en manifestant la montée aussi progressive de son inquiétude. Le parcours des enfants dans la vie est un parcours dangereux, comme le rappelle le fait que la petite Elsie eh bien, manque de se faire renverser par une voiture en sortant de l'école. Mais en fait, le péril qu'elle va rencontrer est un péril plus
importants encore. Il va rencontrer celui qui est présenté à ce moment-là quasiment comme un ogre, hein, comme une figure spectrale, une ombre. C'est celle qui va venir se manifester sur ce panneau qui indique la recherche d'un meurtrier, la recherche et la récompense que toute personne qui pourra donner des informations menant à son arrestation pourra toucher. Et juste avant, en fait, on peut s'arrêter un instant sur ce mouvement de caméra qui, pendant un temps, je le remets un petit peu en arrière, d'accord, pendant un temps a suivi Elsie, ce qui là représente un travelling d'accompagnement qui peut rendre relativement invisible la présence du grand imagier et ses choix de création. Mais à partir du moment où la caméra se déplace d'elle-même et abandonne le personnage pour recadrer l'affiche afin de nous transmettre à nous, comme un peu sur le plâtre de L.B. Jeffries tout à l'heure dans Fenêtre sur cour, les informations nécessaires pour qu'on comprenne les enjeux du film. Là, à ce moment-là, ce recadrage, il manifeste très clairement la présence et le choix d'énonciation du grand imagier. Choix de récit qui se poursuit avec un choix très fort qui consiste à laisser cet homme hors champ, à ne montrer que son ombre et à ne faire entendre que sa voix. On en verra sa silhouette plus tard quand il achètera un ballon à la petite fille. Mais on ne connaîtra pas son visage. En revanche, on entendra siffloter. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il siffle mieux que moi. C'est la mélodie de Peer Gynt, une des mélodies principales de Peer Gynt, l'œuvre de Grieg. C'est important, c'est quelque chose que le film exploitera plus tard, puisque l'aveugle, le personnage aveugle à qui le meurtrier achète le ballon pour la petite fille, ce personnage le reconnaîtra plus tard parce qu'il l'entendra siffloter cette chanson et il l'imprimera dans son dos une lettre M qui sera la marque de l'infamie grâce à laquelle il sera repéré et puis arrêté par la pègre. Ici, on voit donc la mère qui s'inquiète, hein, toujours ce montage alterné, avec des éléments importants qui nous ont été donnés, comme par exemple le ballon, le fait que Elsie porte un ballon, et un ballon qu'elle avait déjà, et puis on lui achète en plus un ballon gonflable à l'effigie d'un personnage. Et ces deux objets vont se retrouver à la fin de la séquence pour nous faire comprendre le sort qu'a subi Elsie. Donc si on compare avec Jeanne Dielman par exemple, de Chantal Akerman, dont on a parlé lors d'une précédente vidéo, on voit bien que l'assistance, par exemple, pour montrer les actes qu'effectue la mère dans les actions qu'elle effectue dans l'univers domestique, c'est-à-dire mettre la table, préparer le repas, etc., ici ne sont pas filmés pour eux-mêmes, ce n'est pas eux qui sont intéressants, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils montrent que cette femme s'active pour recevoir son enfant, et puis et en même temps que son inquiétude grandit, et donc on la montre dans son espace quotidien pour cela. Regardez ici un raccord de regard, voilà, on a la personnage qui regarde et puis on voit son regard, c'est-à-dire la montée d'escalier. C'est intéressant, gardons-le en tête, puisque là, à la limite, un raccord de regard, ça passe aussi pour quelque chose d'assez naturel, qui ne révèle pas forcément de façon très nette la présence du grand imagier. Mais cette image, elle va revenir. Alors là, l'enfant a déjà 1 heure de retard. Là aussi, une narration purement visuelle qui nous l'apprend, hein, grâce à l'horloge. On n'a pas besoin d'un dialogue pour apprendre ça, mais du coup, nous, spectateurs, il faut qu'on soit évidemment un petit peu attentifs, hein, pour capter toutes les informations disséminées par le grand imagier sur le plan purement visuel. Et donc, elle commence à appeler son enfant, et là, nous retrouvons le plan de l'escalier, qui cette fois n'est pas du tout un raccord de regard, et cela raccorde avec un autre plan dans le grenier,
où on accroche le linge. Et ça, ce sont des plans en fait qui sont déliés de toute nécessité narrative. On n'est pas en train de suivre un personnage en particulier pour nous montrer ça. Voilà, ces 3 plans sur l'escalier, sur le grenier et sur la place vide de la petite Elsie à table. Ce sont des plans qui manifestent là encore vraiment la présence d'un grand énonciateur, le grand imagier, qui décide de nous montrer ça pour souligner l'absence d'Elsie, l'absence cruelle de l'enfant. Et pour cause, sa disparition et son calvaire et sa mort sont symbolisés par ces 2 objets qui roulent sur le gazon et volent au vent à partir du moment où ils ne peuvent plus servir à leur propriétaire. Voilà donc un bon exemple de repérage assez systématique et assez net de l'activité énonciatrice du grand imagier. Alors évidemment, après on pourrait analyser avec cet outil-là quasiment tous les films, bien entendu, et c'est déjà un petit peu ce qu'on a fait finalement, hein, même si on pouvait parler parfois de réalisateurs, ou en tout cas attribuer au réalisateur les choix créatifs du film. Et donc le grand imagier, c'est pas non plus la négation de l'attribution de l'autorité du film au réalisateur, hein. C'est plutôt une façon de se débarrasser du problème, de savoir à quelle personne en particulier on doit tel ou tel choix. Donc, par exemple, quand on vous dit que Citizen Kane, finalement, il y a évidemment le génie de la mise en scène d'Orson Welles, mais il y a aussi la photographie de Greg Toland, il y a aussi les décors de William Cameron Menzies, il y a aussi le scénario de Hernan J. Mankiewicz, et ça c'est le sujet du dernier film de David Fincher diffusé actuellement sur Netflix qui s'appelle Mank. Et au fond, si vous êtes là à vouloir analyser Citizen Kane et vous vous demandez toujours est-ce que je dois attribuer à Wells le choix de création, est-ce que c'est plutôt son directeur de la photo, est-ce que c'est plutôt son décorateur, est-ce que c'est plutôt son scénariste, en fait la notion de grand imagier permet juste d'évacuer totalement cette question-là. Il y a une entité collective qui a créé le film, qui a été chapeautée par Orson Welles, qui a sans doute pris les décisions principales, mais dans le fond, en fait, cette entité collective s'appelle le grand imagier. Et le grand imagier peut aussi prendre des décisions en termes de montage, en termes d'ellipse, en termes temporels. Le jeu avec le temps, évidemment, au cinéma, c'est pas juste un jeu avec le temps long, comme on l'a vu lors de la précédente vidéo, avec l'écoulement du temps dans le présent. C'est aussi un jeu sur ce qu'on montre pour raconter une histoire qui se déroule, par exemple, sur plusieurs années. Comme c'est le cas, et donc là après, ça devient des décisions de montage et des décisions aussi, à la fois de tournage et de montage. Comme c'est le cas dans le film de Terrence Malick, Tree of Life, alors Terrence Malick c'est un très grand monteur, hein, avant tout, il a une sensibilité poétique très affirmée, très panthéiste, post-romantique, tout ce qu'on veut. Alors ça plaît plus ou moins selon qu'on partage ou non cette sensibilité qui dérive parfois vers quelque chose d'un petit peu mystique, mais en tout cas son cinéma est vraiment passionnant, notamment par les questions qu'il pose en termes de montage. C'est vraiment un très très grand monteur, même si aussi il sait très bien avec ses collaborateurs de création composer de très belles images. C'est surtout la façon dont ces images raccordent entre elles qui donne du sens à ses films, notamment dans sa carrière la plus tardive. C'est-à-dire celle qui commence, je dirais peut-être, on pourrait dire avec Tree of Life, mais on pourrait déjà voir un petit peu ça très affirmé à l'intérieur de La Ligne Rouge ou du Nouveau Monde, dans des films donc un petit peu plus antérieurs, mais en tout cas à partir de Tree of Life, il va vraiment se mettre à développer des films qui sont avant tout des films de montage, c'est-à-dire des films dans lesquels il n'y a plus vraiment de scène à proprement parler, il n'y a plus de séquences narratives, il n'y a plus que des éclats de vie qui sont assemblés par le montage, qui sont assemblés en termes de mouvement, en termes de raccord, en termes de signification, sur de la musique, donc voilà, une musique qui est souvent très, très présente, voire omniprésente. Donc il n'y a plus vraiment de scène à proprement parler, il n'y a plus que des espèces de grands mouvements de vie. Et notamment alors dans Tree of Life qui raconte globalement, alors c'est un peu délicat de raconter ce film puisque ça démarre avec la création du monde et puis il y a même une scène avec des dinosaures, mais globalement l'action principale du film, hein, c'est l'enfance de 3 garçons dans une sorte de
petite ville ou de banlieue résidentielle américaine au milieu du XXe siècle. Trois garçons qui sont élevés par une mère protectrice et un père tyrannique. Et c'est surtout l'histoire de leur croissance en fait et de leur arrivée dans la vie qui est ici l'enjeu principal du récit, même si ce dernier se mêle à des images fantasmées, à des images rêvées, et puis aussi à des images plus lointaines dans le temps, où notamment un des garçons devenu adulte se rappelle de son enfance avec ses frères, notamment à partir du moment où l'un d'eux est décédé accidentellement. Et donc à l'âge adulte, hein. Pas quand il était enfant. Et donc là, ce qu'on va voir, en fait, c'est un moment de film qui dure 6 minutes et dans lequel Terrence Malick nous raconte en fait plusieurs années de la vie de cette famille et notamment de ces trois garçons. Et on les voit vraiment grandir sous nos yeux à travers un choix de récit très simple qui est l'ellipse, hein, c'est-à-dire qu'en 6 minutes, on nous raconte voilà, peut-être 6 années de vie. Donc forcément, on sélectionne certains moments plutôt que d'autres, c'est bien normal. Et tout l'intérêt peut-être de cet extrait, c'est justement qu'est-ce qui a été sélectionné, qu'est-ce qui a été sélectionné comme étant significatif, et comment ces différents moments de vie raccordent entre eux grâce au montage. Alors je vous euh, demande simplement, en visionnant cet extrait, voilà, d'être très attentif, notamment à tous les raccords, parce qu'il y a beaucoup de raccords par analogie, ce qu'on appelle des raccords par analogie, c'est-à-dire des raccords qui mettent en rapport des choses qui semblent très distantes, a priori, à la fois dans le temps et dans l'espace, mais qui en fait renvoient un petit peu, se font écho les unes les autres, renvoient l'une à l'autre. Ça peut être par exemple l'image d'un insecte avec l'image d'un costume de Halloween. Ça peut être une baignoire où les enfants se baignent avec une piscine dans laquelle ils plongent quand ils sont un peu plus grands. Et tout ça est vraiment pensé hein, à la fois au tournage et au montage. Enfin, c'est pensé au tournage en vue du montage. Avec l'idée qu'on a un grand mouvement de vie qui s'exprime ici, un grand mouvement de vie qui se concentre sur des choses qui peuvent paraître relativement anodines. On n'est pas du tout dans une sorte de drame psychologique où on verrait des choses très événementielles. On est dans des petites choses de la vie, j'ai envie de dire, mais des petites choses qui sont peut-être beaucoup plus grandes que ce qu'on pense. En tout cas, c'est ce que semble nous dire cet extrait. Il semble nous dire que finalement, peut-être que le plus important dans notre enfance, c'est la lumière dans laquelle on a vécu, c'est la nature autour de notre habitation qu'on a investi, ce sont les jeux, les mouvements qu'on a fait, la façon dont on a occupé notre corps, dont on a apprivoisé ce qu'il pouvait faire, la jouissance en fait sensible voilà, de ces mouvements à l'intérieur du monde, à l'intérieur d'un monde qui est avant tout défini par sa charge sensorielle, hein. Voilà, sa lumière, ses ambiances, ses atmosphères, etc. On peut réfléchir nous-mêmes, d'ailleurs, on peut méditer nous-mêmes à notre propre enfance en ces termes-là, et peut-être se dire que c'est ça le plus précieux qui nous en reste, plus que des événements particuliers, heureux ou malheureux, qui seraient des événements majeurs, voilà, qu'on pourrait imaginer différents pour chaque être humain, évidemment. Là, il y a une sorte d'essence générale de l'enfance, en fait, qui passe à travers ce montage, et on peut vraiment investir cet extrait avec la catégorie du grand imagier parce que on voit vraiment quelqu'un qui est en train de tourner un livre d'images pour nous et qui est en train de nous dire en fait regardez ça, regardez ça, regardez ça, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui explique l'enfance de ces personnages, c'est ça qui explique ces 6 années que je vous montre ici en 6 minutes. Voilà quelques éléments de réflexion. Et à présent, on passe à la projection de cet extrait. La question de l'arbre, évidemment, est très importante aussi, puisque le film s'appelle Tree of Life, à l'arbre de vie, hein, ça renvoie évidemment à la mythologie. Je détaille pas, mais vous verrez que c'est important dans l'extrait.
Come here. All right, now come back here, son. Stay out of there. That's Spencer's yard, okay? You see this line? Let's not cross it. You understand? Hmm? You understand? You see this line? Look at here. Look here. Okay, now come back here, son. Come on back. Stay out of there. My dears, said old Miss Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane. Don't go into Mr. McGregor's garden. Father had an accident there. That's where God lives. Good night. We'll see you in 5 years. Voilà, donc c'est un peu une conception du cinéma comme étant finalement donc non plus conçu sur le modèle de la scène au sens traditionnel du terme, mais plutôt sur le modèle du mouvement, comme un mouvement musical en fait. Et ici notamment, vous avez vu que le dernier mouvement, bah, c'était sur Smetana, la Moldau. Donc Smetana, un compositeur tchécoslovaque de la fin du 19e siècle, et la Moldau est un morceau très célèbre dans lequel Smetana décrit musicalement, avec des moyens musicaux, hein, le parcours d'un fleuve qui prend sa source dans les montagnes et puis arrive dans la grande ville. Bon, c'est un parcours de vie, en fait, un parcours sensible. On met en rapport notamment la croissance des corps des enfants avec la croissance des végétaux, des arbres. Il y a beaucoup donc d'insistance sur des jeux de lumière, sur des jeux de matière, quelques étapes décisives aussi de la vie des enfants, notamment des grands défis, comme celui que peut représenter un chien qui aboie et dont on a peur, ou celui aussi que peut représenter un grenier
un petit peu lugubre dans lequel on ne veut pas avancer. Et puis un beau jour, on s'élance dans l'escalier pour aller voir ce qu'il y a là-haut. C'est vraiment donc un extrait qui est pris à hauteur d'enfant, hein, pour vraiment donner une idée de l'être au monde de ces enfants, de l'espèce de sécurité paternelle aussi, ici, un peu ambiguë, puisque le père, c'est aussi celui qui met des limites, c'est aussi celui qui dit qu'il ne faut pas aller dans le gazon d'à côté, parce que ça appartient aux voisins, donc qui est aussi porteur d'une forme de rigueur, qui est la rigueur voilà, de la propriété privée, de la responsabilité, du monde adulte, qui n'a pas forcément beaucoup de sens quand on est enfant, et que voilà, l'enjeu principal, avant tout, c'est d'aller explorer un grenier. Pour dépasser sa peur de l'obscurité. À partir de là, les chiens deviennent moins effrayants, comme il semblerait que le plan sur le chien qui précède ici nous le dise. Voici donc cette figure paternelle très intimidante en même temps d'être sécurisante. Et puis après, on est vraiment dans le départ avec les enfants, avec leurs mouvements. Au début, il n'y en a qu'un, et puis bientôt, il y en a deux autres qui naissent. Hein. On va avoir là bientôt des raccords, voilà, grenouilles, menthe religieuse, costume d'Halloween, avec, vous remarquez le raccord aussi de position. Hein. Des jeux de lumière avec la citrouille qui renvoie aussi aux lucioles qu'on a vu un petit peu plus tôt dans l'extrait, un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, j'ai un petit doute ici. Le lapin qui est dans le conte de fées arrive dans la réalité. La mère, elle plane un peu. Hein. C'est là où vit Dieu, en fait, c'est ce qu'elle dit. C'est pas très bien traduit par les personnes qui ont fait les sous-titres, mais bon, ça arrive quand on pirate des films sur Internet, on va pas trop se plaindre non plus. Et puis, vous voyez par exemple ici le rapport aux éléments, hein, le rapport à l'eau, le rapport qui donc provoque ces jets de lumière sur l'écran, notamment grâce au contre-jour, dont Malik est particulièrement friand. Le rapport au feu ici, donc un raccord avec des choses qui scintillent quoi, hein, à l'intérieur de l'enfance de ces personnages. Un bel exemple aussi à partir de maintenant, notamment avec cette séquence sur les couchers successifs des enfants sur ce qu'on pourrait appeler un montage itératif, c'est-à-dire un montage qui nous donne l'idée que qui est montré se répète souvent. Et là, en l'occurrence, c'est vrai, ça se répète d'ailleurs devant nous, puisqu'il y a au moins 3 occurrences du moment où la mère éteint la lumière. Les arbres, eux, continuent de grandir, le ciel est toujours là présent, avec peut-être le ou les dieux, hein, et bientôt tout se mêle, les enfants comme les arbres, et puis au fur et à mesure que leur énergie et leur être au monde, les chiens maintenant ne font plus peur du tout, hein, comme vous pouvez le constater, hein, ça a progressé, et au fur et à mesure que leur énergie et leur être au monde devient de plus en plus conquérant, eh bien, la caméra épouse de plus en plus leurs mouvements de jeu, jusqu'à accompagner leurs courses, leurs tours sur eux-mêmes, etc. Donc il y a là aussi quelque chose de très orchestré, et en même temps, dans le son, eh ben, c'est le moment justement un peu culminant du morceau de Smetana, la Moldao, donc il y a vraiment quelque chose de très musical qui se passe ici. Mais le plus important, le plus intéressant peut-être pour nous, c'est qu'on est face vraiment à un grand imagier qui semble nous dire, voilà ce qui compte dans l'enfance en fait, voilà 6 années de la vie d'enfant. Et ce qui compte le plus, ce sont les mouvements, ce sont les lumières, ce sont les ambiances, les atmosphères. C'est en fait toute cette vie sensorielle qui passe peut-être un petit peu au second plan quand on est adulte, ou quand on n'a pas une âme très poétique, et que l'art peut nous faire retrouver. Le fait de faire un film sur l'enfance, c'est aussi bien sûr une façon pour un metteur en scène, un créateur ou des concepteurs de films, hein, de faire dialoguer les spectateurs avec ce qui reste dans leurs souvenirs de leur propre enfance. Voilà ce qu'on peut dire sur cet extrait-là. Alors,
Puisqu'on a parlé un petit peu de raccord par analogie, hein, montage parallèle, etc., on peut peut-être faire un petit point quand même très rapide dans le temps réduit qui reste sur le raccord par analogie le plus célèbre de l'histoire du cinéma, je pense. Hein. Ça intervient dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et c'est là qu'on va voir vraiment s'exprimer comment on raconte aussi comment raconter une histoire, c'est aussi organiser le temps. C'est aussi organiser le temps par le montage à travers l'outil de l'ellipse. C'est l'ellipse, voilà, peut-être la plus fantastique de l'histoire du cinéma, notamment parce que c'est une ellipse incroyablement longue. Le temps entre les deux plans que nous allons examiner est un temps infini, hein, c'est des milliers d'années qui se déroulent et le raccord entre les deux plans s'effectue par une analogie à la fois de forme et de mouvement. Pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas juste d'une rupture et puis on passe à autre chose et à une autre séquence, mais qu'il s'agit vraiment d'une continuité. Alors, donc c'est au début de 2001 l'Odyssée de l'espace, film je crois qu'il n'est pas vraiment besoin de présenter, fabuleux film trip, peut-être un des seuls exemples dans l'histoire du cinéma d'un véritable blockbuster expérimental. Qui est un film quasiment psychédélique et en même temps avec une très grande dimension métaphysique. C'est un film qui raconte, c'est difficile de le résumer, on a différentes époques, on a l'aube de l'humanité, on a un moment qui serait un petit peu plus proche de notre vie d'aujourd'hui, mais où l'homme s'est déjà implanté sur la Lune, donc une sorte de futur proche. On a un futur beaucoup plus lointain où les êtres humains voyagent vers Jupiter à travers des grands vaisseaux spatiaux, et puis une sorte d'au-delà encore plus étrange, encore plus lointain, à tous les niveaux, qui clôt le film en le ramenant à son départ quasiment. Bon voilà, c'est un film absolument incroyable, il faut l'avoir vu un jour dans sa vie, je vous le recommande. Là on va voir la transition entre les deux premières époques, c'est-à-dire entre l'époque de l'aube de l'humanité, celle dans laquelle des humanoïdes, des animaux qu'il faut encore appeler des singes, en fait, commencent à acquérir les rudiments de l'intelligence qui va les distinguer des autres espèces animales et qui va bientôt, grâce à l'évolution, aboutir à nous, hein, créatures, Homo sapiens, doués d'intelligence, de conscience de nous-mêmes, du langage, toutes ces choses, du rire, toutes ces choses qui sont un peu le propre de l'être humain. Et donc c'est aussi peut-être un petit peu ça finalement le fil conducteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est le trajet, le parcours de l'intelligence à l'intérieur de l'espèce humaine. Et il se fait avec souvent la présence d'un mystérieux monolithe dont l'origine est inconnue et mystérieuse et qui semble accompagner les moments décisifs de progression de l'espèce humaine. Donc on va voir un petit peu de la vie de ces australopithèques, de ces hommes primitifs, qui sont encore plutôt des singes que des hommes d'ailleurs. Et puis on va arriver à un moment où ils vont apprendre à se servir d'un outil. Avant tout de s'en servir comme d'une arme en fait, puisque c'est aussi un des propres des êtres humains, hein, c'est d'avoir développé leur intelligence pour se détruire les uns les autres. Mais en même temps, c'est aussi une acquisition essentielle pour le progrès de l'intelligence, hein, c'est savoir se servir de certains objets comme des outils, c'est-à-dire comme des facilitateurs pour accomplir certaines tâches. On a commencé avec ça et puis on termine avec moi qui vous fais un cours sur mon ordinateur et vous qui le regardez sur le vôtre. Donc un outil fabuleux, l'ordinateur, celui que vous allez observer ici est un outil beaucoup plus rudimentaire, mais c'est le début de cette histoire-là d'une certaine façon. Et donc ce qui va nous intéresser en particulier, c'est le moment du raccord séquentiel entre les deux époques, celle des australopithèques et puis celle des vaisseaux spatiaux.
ainsi de suite avec le beau Danube bleu de Johann Strauss qui va accompagner une séquence assez longue de plusieurs minutes sur un véritable ballet de vaisseaux spatiaux, alors qu'au début de la séquence nous avions entendu Richard Strauss, cette fois avec Also sprach Zarathustra. Le raccord par analogie qui nous intéresse, c'est évidemment celui-ci, qui associe l'image de l'os, de l'outil primitif envoyé en l'air, avec celui de cet outil beaucoup moins primitif, beaucoup plus sophistiqué qu'est le satellite ou le vaisseau spatial. Enfin bon, en tout cas, une sorte de prodige de l'intelligence humaine qui lui permet de conquérir de nouveaux territoires, notamment ailleurs que sur Terre. Finalement, ce qui est assez incroyable avec cette ellipse et ce raccord par analogie, c'est qu'il nous fait franchir des dizaines de milliers d'années. Mais qu'il nous donne l'idée qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est continué en fait, tout du long, pendant ces 10 000 ans. Pendant cette coupe invisible entre deux images, il y a eu, enfin la coupe est visible, mais là, pendant cet espace invisible que la coupe a remplacé entre ces deux images, il y a eu 10 000 ans ou 20 000 ans d'évolution qui ont amené au perfectionnement de plus en plus poussé des outils dont se sert l'être humain pour maîtriser son environnement. Voici donc voilà, une façon tout à fait exceptionnelle pour un grand imagier de raconter une histoire, de tourner un livre d'images en sélectionnant certaines parties de l'histoire plutôt que d'autres. Comme ici c'est finalement l'histoire de l'humanité, il fallait bien sélectionner et en l'occurrence ce geste de sélection il a été plutôt marquant à travers donc, ce geste de montage qui nous fait franchir d'un seul coup des dizaines de milliers d'années d'évolution. Pour finir, parce que je vais terminer cette vidéo à partir de maintenant, et ça va être aussi la fin de ce cours, que je vous remercie d'avoir suivi, je voudrais revenir un petit instant sur la question qui a été beaucoup abordée dans la précédente vidéo, notamment sur l'idée que être cinéaste, c'est aussi parfois totalement maîtriser les choses, comme on l'a vu avec la plupart des extraits qu'on a vus aujourd'hui, notamment chez Fritz Lang, chez Hitchcock, chez Kubrick. On a affaire à des grands imagiers très contraignants. Contraignants n'étant pas péjoratif, évidemment. Je veux dire, on a aussi envie d'avoir des cinéastes qui maîtrisent à ce point leur sujet et qui nous guident à ce point notre regard. Et puis parfois, on a aussi des grands imagiers moins contraignants. C'est le cas notamment de certains films qu'on a vus la dernière fois, dans la dernière vidéo, notamment par rapport à la question du temps long, qui est une façon aussi pour le grand imagier de mettre un petit peu de côté une part de son pouvoir et de laisser un petit peu plus le monde lui-même qui défile devant la caméra composer le film. De laisser plus de place notamment au hasard, à l'accidentel, voilà, laisser le monde raconter ses propres histoires, comme le fait très bien Kiarostami dans le premier plan de Five, par exemple, avec ce petit bout de bois ballotté par les flots. Et au fond, en fait, il ne faudrait pas non plus penser que les grands imagiers contraignants, c'est le cinéma narratif commercial, et les grands imagiers non contraignants, c'est le cinéma expérimental confidentiel. Parce que au fond, même à l'intérieur d'un film narratif commercial, c'est-à-dire un film qui se déroule de façon tout à fait convenue, long métrage de fiction, 1h30, des comédiens, des dialogues, des situations qui évoluent, etc. Vous pouvez injecter une part d'imprévisibilité, une part d'inattendu, une part de hasard, une part d'accidentel. Vous pouvez déléguer en fait au monde, aux autres, aux êtres humains, à la nature, une part de la composition du film, une part de l'histoire que le film va raconter. Et donc j'aurais eu, si on avait eu une année normale, on aurait passé une séance entière sur cette question-là, on aurait pu voir plusieurs extraits, mais bon, il faut choisir justement, et ce que je vais vous montrer ici, c'est un extrait assez fameux d'un cinéma qui est un peu improvisé,
en grande partie improvisé. C'est le film Rayon Vert d'Éric Rohmer en 1986. Film d'autant plus marquant que Éric Rohmer n'est pas du tout un cinéaste qui improvise d'habitude, c'est au contraire un cinéaste qui écrit énormément ses films à l'avance, dans le scénario, dans le dialogue, qui demande à ses comédiens de les répéter vraiment au mot près. Qui compose ses cadres avec beaucoup de précision. Bon, bref, c'est plutôt un grand imagier contraignant, Rohmer, hein, même s'il laisse beaucoup le monde respirer dans ses films, même si la nature, notamment, peut y déverser toute sa matière, c'est quand même voilà, quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise, d'habitude. Or, avec le Rayon Vert, il a expérimenté quelque chose un peu nouveau, il s'est renouvelé et il a amené une véritable stratégie d'improvisation à l'intérieur de ce film, notamment donc avec sa comédienne principale qui s'appelle Marie Rivière et qui incarne une jeune femme qui, suite à une désillusion amoureuse, se retrouve toute seule pour passer les vacances d'été et donc elle va naviguer d'un lieu à l'autre et elle va être un peu la célibataire invitée dans des familles, avec des couples, etc. Tout en cherchant un petit peu dans ces lieux-là, de façon plus ou moins affirmée, un possible nouveau partenaire de vie, partenaire amoureux. Et bon, le Rayon Vert, en fait, c'est ce qu'on voit, ce qu'on est censé voir, même si on n'a jamais trop su si c'était pleinement avéré, au moment où le soleil couchant disparaît, le moment précis où le soleil couchant disparaît derrière l'horizon, si le ciel est très pur, normalement on peut voir une sorte de rayon vert. Certains l'ont vu, d'autres ont passé toute leur vie sans le voir. Je vous laisse juge dans la vraie vie, en tout cas ça sera l'occasion d'une scène dans le film, mais c'est pas celle qu'on va regarder. Là je vais vous montrer une scène vers le début du film où justement notre héroïne, elle est avec des amis qui sont des enfants. Donc voilà, c'est toute une tablée vraiment de Français moyens en vacances, qui ont des réflexions de Français moyens, qui parlent de choses de Français moyens. Donc pas d'événements très forts à l'intérieur de cette séquence, mais en fait, on est parti de l'idée pour la filmer qu'on allait permettre à des événements de se créer sans forcément exactement savoir lesquels à l'avance. Et donc, comme souvent dans les scènes improvisées, au cinéma ou en théâtre, il y a un canevas, en gros on dit quand même aux comédiens vers où la scène doit aller, mais ensuite on les laisse totalement responsables de la manière dont ils vont arriver là, et donc ils n'ont pas de texte appris à l'avance à réciter, ils sont dans une démarche d'improvisation. Et finalement le comédien, l'être humain, en tant que tel, c'est peut-être un des éléments naturels. Il n'y a pas que le vent dans les arbres, hein, il n'y a pas que les mouvements des bouts de bois dans les vagues, il y a aussi nous, hein, ces animaux, les êtres humains, ces animaux perfectionnés, qui nous sommes une matière vivante, nous sommes une matière imprévisible, nous sommes une matière inventive, et on peut se servir de ça dans un tournage pour amener le film vers des choses qu'on n'a pas prévues, et pour recréer de l'événementiel à partir finalement de situations très banales, et pour voir surgir en fait parfois même aussi des petits miracles devant nous, devant la caméra. Alors ne vous étonnez pas si vous allez voir plusieurs plans successifs et un découpage dans cette séquence. Ça ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs caméras pour filmer ou quoi que ce soit. Enfin, il y avait peut-être plusieurs caméras pour filmer, ça j'avoue je n'étais pas sur le tournage, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a eu sans doute après la prise principale, Rohmer a fait tourner des plans de coupe, hein, notamment sur les enfants qui mangent ou sur les autres convives, etc. Mais la prise principale, elle s'effectue essentiellement sur Marie Rivière, sur cette jeune femme, et le canevas qui a été lancé pour tourner cette scène, c'est que tout le monde mange de la viande dans ce repas du soir, et elle est végétarienne, et elle doit s'en expliquer auprès des autres convives qui l'interrogent à ce sujet. Comment ça, tu es végétarienne, mais comment ça se passe? As-tu assez de protéines? Vraiment, tu n'aimes pas la viande, mais d'où ça vient? Enfin bon, voilà, je pense que s'il y a des personnes parmi vous qui sont végétariens, ils vont pouvoir relier cette séquence à des scènes de leur vécu. Et bon, ce qui est très beau dans la scène, en fait, c'est que l'enjeu narratif se déplace. Il n'y a rien d'extrêmement grave qui se joue à ce moment-là,
vers ce qui se passe au tournage en fait. Et finalement, c'est ça le propre de la pratique de l'improvisation, c'est que finalement ça raconte aussi l'histoire du film en train de se faire. Ça raconte pas qu'une histoire fictionnelle à laquelle on assiste parce que le film est fabriqué, ça raconte véritablement l'histoire, ici par exemple, d'une comédienne qui essaye de s'en sortir alors qu'elle n'est pas elle-même végétarienne dans la vie et qu'elle doit trouver des arguments pour justifier que son personnage le soit. Et c'est un très beau moment de cinéma et un très beau moment de récit cinématographique qui surgit de cette situation qui a été donc voulue au tournage. Donc voilà, on va se quitter avec cet extrait du film d'Éric Rohmer, Le Rayon Vert. Les sous-titres dans cette langue que je n'identifie pas ne vont pas être très utiles. Ça, c'est la scène un petit peu avant. Je vous la laisse pour vous mettre un peu dans l'ambiance du film. Qu'est-ce que tu fais ça? Et vous? On dîne en famille, normalement. On peut peut-être se voir après, non? Ah oui? Ouais. Vers 10-11 heures? Ouais. Non, mais je crois pas qu'on puisse se décommander. Hein. C'est sûr on peut se décommander. Non, c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que c'est une chose promise et qu'on la doit. Ça peut toujours s'arranger. Si vous dînez, on peut se voir après, non? Vous pouvez aller prendre une glace au bowling, par exemple? Non? Profite des occasions de soir. Bon, chocolat, je crois. On peut se voir demain? Demain, je pars. Bon bah, un de ces jours. Pourquoi t'es parti? Tu vois bien, je sais pas, je me suis méfiée, moi. Il te plaisait pas? Non, mais il a l'air un petit peu dragueur, quand même, sur les bords. Hein. Le master est là, tu vas rencontrer personne, hein. Ouais, mais... Quand un mec qui parle le lendemain, je sais pas, moi, il m'a semblé bizarre. Je sais pas, moi à ta place, j'aurais dit oui. Ouais, mais toi et moi, on n'est pas pareil, hein, François. Ça n'est pas pareil. Voilà les côtes de porc. Parce que Tiens, j'ai j'ai fait le choix. fait le plat. Ouais, ok. Alors il y a des bleus, il y a des saignants, il y a tout ce qu'il faut. Chacun se sert. Moi, je mange pas de viande. Ah bon? Ouais. Tu n'aimes pas la viande? Non, j'en prends pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Ouais, tu manges pas de viande. Non. Ah bon? C'est pas grave, non, c'est pas grave. Tu veux qu'on te fasse autre chose? Non, je mange, ça va, Un œuf. le taboulé, ça va. Un œuf, ça va? Ça va. Non, mais Liliane, tu Je peux mettrais faire bien un œuf? peut-être une petite tomate dans mon taboulé parce que j'aime beaucoup. Tiens, sers-toi. Il y a une toute petite là, non? Non, Même tu- pas, non? Non, Tiens, prends une tomate. tu Il fallait nous le dire, hein. Bah ouais, on va faire autre chose. Elle aime bien les légumes. Et tu manges les œufs quand même, oui. Non, je mange pas tellement. Pas tellement. Non, mais jamais tu manges de viande? Non, jamais. Ah bon? Mais le poisson. Poisson, pas trop non plus. Tu vois, j'en mange des fois quand. Des fois quand il n'y a rien d'autre. Alors, tu vois, parce qu'il faut bien un petit quelque chose de protéines quand je suis chez les gens, des fois. Mais moi, pas trop quoi. Et au niveau de l'organisme, pas de problème? Tout va bien? Ouais. Ouais? Non, je me porte bien. Mais chez moi, je mange des céréales, je mange des. Je me fais des trucs bien. Des laitages, Ouais, le laitage, ouais. du lait. Ouais, du lait, des amandes, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de viande, franchement. Ça doit poser des problèmes, non? Quand je suis rentré chez des gens, enfin... Comme là, mais. Ouais. Non. Ouais, on comprend bien, on comprend bien. On peut y acheter quelque chose de spécial, c'est pas vrai. Non, mais je veux pas qu'on m'achète rien de spécial, hein. Tout va bien. Moi, ça me suffit. Les crustacés. Ah, Non plus. Homer, à des crabes. c'est des bêtes, tout ça. Ouais, finalement, c'est tout ce qui représente l'animal qui te... C'est des bêtes, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut pas. Enfin, c'est surtout les bêtes comme sang rouge, quoi. Alors, finalement, on te présente une côte de porc, là, comme ça, et toi, tu vois l'animal, quoi. Mais Delphine, t'aimes bien le vert? La salade, par exemple, quand tu la sors du jardin, elle est vivante, mais après, elle se flétrit, donc elle est morte. Ouais, mais moi, je vois pas ça pareil.
je vois pas ça pareil. Pour moi, la salade, c'est vachement loin, c'est beaucoup plus loin de moi que la viande, qu'un animal. La salade, c'est plus c'est une amie, c'est plus léger, c'est plus... les légumes, c'est plus aérien, je sais pas, ça... Pas de sang. Ouais, Pas de cœur qui bat. mais peut-être que je suis pas consciente des choses, mais pour l'instant, bon, au stade où j'en suis, comme je suis, peut-être que je me trompe. C'est une question assez instinctive. Moi, je mange comme ça, je m'alimente comme ça. Et... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais un peu des sentiments comme ça quand j'allais dans des boucheries. Maintenant, j'achète la viande dans des grandes surfaces et j'ai plus du tout ce sentiment-là. C'est la preuve que c'est complètement une question de conscience et d'inconscience des choses. Et je trouve ça pas bien parce que si on arrive à manger de la viande simplement parce qu'on n'a plus conscience de ce qu'on fait et des moyens je veux dire, par lesquels on est arrivé à tuer une bête, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire, toi, t'avais conscience quand t'allais à la boucherie, t'avais conscience du sang, de la violence, de la Absolument, chose. ouais. Et là, tout à coup, tu la perds. Écoute, quand j'achète d'autres choses et que donc, je sais pas, donc, si tu la perds, mais faut pas la perdre justement. Oui, mais j'achète aussi des produits qui sont faits par des gens qui vivent dans des conditions différentes des miennes et je les achète aussi sans scrupule. Si je dois aller sur une grande surface et avoir des problèmes de conscience à chaque fois que j'achète quelque chose... Mais je parle simplement, principalement de la viande, donc peut très bien se passer ici en France parce qu'on a plein d'autres choses qu'on peut manger, tu vois. Ça c'est un problème de conscience qu'on peut tout à fait résoudre simplement. Hein, on n'en mange pas, on mange autre chose. Et puis, purement économique. Hein, au niveau de l'économie, il y a pas mal de choses à remettre et c'est très économique. Et c'est très économique. Ça coûte très cher la viande. Ça coûte pas cher manger des céréales tous les jours. Et au point de vue de l'économie générale, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher d'élever un troupeau de vaches sur un pré que de manger ce qu'il y a dans le pré. Ça c'est sûr. Au niveau du goût, tu vois, je préfère... Il n'y a pas de goût dans la viande. D'ailleurs, moi, même au niveau du goût, même ce qu'on appelle le pâté végétal, tu vois, qui est fait avec uniquement végétal, c'est un goût du pâté, et ben je peux pas le manger, même que je sais que c'est végétal, ça me dégoûte. C'est le mot, simplement, alors pâté. C'est pas le mot, c'est le goût, c'est l'impression, c'est lourd comme truc. moi, je trouve qu'il y a quand même un appauvrissement. Non, il n'y a pas d'appauvrissement. Moi, j'aime bien m'aérer la nourriture comme ça, je pense. C'est aérien, c'est léger, ça pompe tout ça. Et si on te proposait, je sais pas moi, un gigot cuit au plein air, comme ça. Sur les braises là-bas. Mais c'est pas. Non, c'est pas. Oui. Quand je dis aéré, je parle pas de l'ambiance, je parle de ce que ça fait ressentir dans le corps. Quand je veux dire, tout ton corps, c'est tout ce que. Ton corps, c'est tout ce que tu nourris. Je veux dire, il y a l'air, il y a la nourriture. Voilà. Et ta nourriture t'aide à exister, moi je trouve. Elle te... Oh, ça fait très mystique évidemment, mais si tu trouves ma gueule. Non, c'est pas préparé. Mais d'ailleurs, moi je ne veux pas manger les fleurs non plus. Mais c'est une question d'instinct parce que Non, c'est vrai que j'ai eu un peu... Tu manges plus rien. Parce que moi je ne pourrais pas manger une fleur parce que tu peux manger du riz comme les Chinois, c'est rien que du riz. Ouais, du riz, moi je mange du riz d'ailleurs. Ouais. Mais une fleur, je trouve, une fleur... Nous on l'apprécie, regarde. Je pourrais pas manger une fleur. Pour moi, une fleur, c'est poétique, c'est un tableau, c'est... Donc voilà pour cette séquence qui est un vrai moment de vérité, si on veut. C'est aussi ça l'improvisation, les vertus de l'improvisation au cinéma, c'est que ça permet aussi d'atteindre des situations de vérité singulières, puisqu'on n'est plus face à des acteurs qui récitent des textes, mais face à des personnes qui cherchent leurs mots véritablement au tournage. Et donc la vérité du tournage elle-même devient sensible au spectateur, et ça devient l'enjeu. Ça fait partie de l'histoire finalement. Comment vont-ils s'en tirer, ou vont-ils
vont-ils aller à partir du moment où ils doivent improviser cette séquence. L'improvisation, elle concerne pas que les comédiens, elle concerne également l'opérateur, bien entendu, puisqu'on est au cinéma, on n'est pas sur une scène de théâtre, et donc eh bien, il y a quand même quelqu'un ici qui tourne la caméra en fonction de ce que les comédiens disent, en fonction de qui prend la parole, en fonction de ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, alors après il y a ces plans de coupe dont je vous ai parlé, qui ne sont pas le plan principal qui a été voilà, l'enjeu central du tournage. Et ce qui est très intéressant avec notamment ce que fait l'opérateur dans cette séquence, c'est qu'il sent qu'à un moment donné, le personnage de Marie Rivière, enfin, ou Marie Rivière elle-même, puisque finalement la distinction entre le personnage et la comédienne semble presque disparaître dans ces scènes improvisées. Il sent qu'elle est partie pour quelque chose d'intéressant et il va la recadrer, elle. C'est ce moment-là, voilà. Où notamment il zoome délicatement sur elle au moment où elle fait sa tirade sur le fait que les légumes que la salade est une amie, que les légumes sont aériens. Hein. Et c'est un moment c'est très drôle, mais en même temps c'est un moment magnifique parce que c'est un moment où cette personne, cette comédienne, elle se libère véritablement de quelque chose, elle prend une issue et elle part complètement dedans, au risque voilà, d'être un petit peu mystique, elle aussi, il n'y a pas que Terrence Malick, mais c'est un très beau moment de vérité, c'est un très beau moment d'expression personnelle, et c'est quelque chose que le cinéma peut capter et dont il peut faire d'ailleurs son enjeu narratif principal. Par ailleurs, la notion de grand imagier, si on veut la relier aussi là-dessus, elle est aussi très utile dans un sens parce que finalement, qui est le responsable de la création de cette séquence, c'est pas seulement le metteur en scène, c'est pas seulement l'opérateur, c'est aussi les comédiens. Il y a une forme, éclate vraiment ici, en fait, notamment dans les scènes improvisées du cinéma, le caractère collectif de la création. Et donc la notion de grand imagier peut venir désigner cela de façon assez pratique. Voilà. On s'arrête ici donc pour ce cours et bon, j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en présentiel au second semestre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme toutes les précédentes. Je reste à votre disposition par mail si vous avez des questions et puis je vous envoie de toute façon quelques indications pour terminer le semestre. Voilà, bonne soirée, j'ai envie de dire, puisque chez moi c'est le soir. En tout cas, à bientôt.